Vous êtes toujours sur Radio Soupente et la radio, l'émission Racaille, la radio des rapins sans foi, sans ou et sans courbette, qui va consacrer l'émission qui suit à Jules Adler avec tout de suite ma camarade Pichou qui va vous parler en tout cas de sa bio. Bon, alors on peut peut-être quand même revenir sur Jules Adler. Alors Jules Adler, c'est une exposition, c'est Jules Adler, peintre sous la Troisième République, une exposition qu'on est allé visiter à la piscine. La piscine, c'est à Roubaix, et on a découvert effectivement ce peintre qu'on a qualifié de peintre des humbles, qui a une peinture qui va aller entre le naturalisme et un peu l'impressionnisme plus sur la fin de sa vie, et une peinture qui nous touche énormément parce qu'on va découvrir effectivement tout ce monde social, ouvrier, familial qui nous est cher. Alors Jules Adler est un peintre qui est maintenant complètement qui était quasiment inconnu, son nom dira pratiquement rien, sauf que finalement tout le monde le connaît parce qu'il y a une de ses toiles qui est devenue pratiquement une icône, c'est cette image de la grève au Creusot, où on voit le peuple qui manifeste avec des drapeaux bleu, blanc, rouge lors des grèves des usines Schneider en 1899, et en fait cette image a été reprise pratiquement dans tous les livres d'histoire, ou a même servi souvent à illustrer des couvertures de Germinal. Donc en fait on croit ne pas connaître Jules Adler, mais en fait on le connaît tout de même. Alors, qui était ce Jules Adler ? Alors, Jules Adler est né en 1865, le 8 juillet plus précisément. Il est né en Haute-Saône, à Luxeuil-les-Bains. Donc, il est d'origine juive. Ses parents sont originaires d'Alsace. Son père s'appelle Nathan Adler et sa maman Julie Grombach. Et donc, ses parents tenaient une boutique d'étoffes. Alors Jules Adler va rejoindre ses deux frères à Paris pour s'inscrire à l'école des arts décoratifs en 1882. Et là, il va échouer au concours de l'école nationale des beaux-arts. Il va s'inscrire à l'académie Julian, dans l'atelier de Bougreau et de Tony Robert Fleury. Voilà, il fréquente assidûment donc cette académie Julian jusqu'en 1890. Ensuite, il va devenir finalement un élève de l'école des Beaux-Arts, car il est reçu au concours de professeur de dessin. Et à partir de cette date, il va exposer régulièrement au salon, presque chaque année, quoi. Bon, il a tout fait pour réussir, Il a travaillé, en fait, comme tous les artistes dont on parle, il est rapidement passionné de dessin, et malgré son premier échec, il fera tout pour entrer donc dans cette école. Donc, il va avoir après une première toile qui va être achetée par l'État, une toile qui s'appelle Léla. Donc là, comme Léla, les fatigués, ce sont tous les ouvriers. On y reviendra un peu après dans la partie artistique. Et là, il vit à Paris vers la place de la République. Après, il ira rejoindre plutôt le coin des Batignolles, mais pour l'instant, il vit à Paris. Et quand on arrive en 1898, au moment de l'affaire Dreyfus, il rejoint forcément ce camp des Dreyfusards, et il paraît que chez lui, ce sera donc un QG des Dreyfusards. C'est là que les gens viendront discuter. Donc jusqu'en 1911, lui vivra en tout cas à Paris. Après, en 1899, justement, il va faire des séjours régulièrement. Il va aller au Creusot en novembre pour assister à ces grèves. Donc, ce qu'il va peindre, c'est pas simplement ce qu'il voit, ce qu'il peut supposer. Il sera sur place, et il va justement assister au défilé de ces 7000 employés des usines Schneider en grève. Voilà. Après, il va aussi voyager à partir de 1900. Il va voyager à Charleroi avec le peintre Tancred Sinave, et il va rencontrer Constantin Meunier, et d'ailleurs on va l'appeler le Constantin Meunier français. D'ailleurs la lecture que je ferai après, c'est un texte un discours qu'il a prononcé en Belgique. Donc il va aller à Bruxelles. Il va aussi faire partie du comité fondateur du premier salon d'automne. Il va rencontrer Stenlen. On sent bien, de toute façon, il y a ce côté, cette proximité avec les ouvriers qui va forcément les rapprocher. Donc, ce sera un ami de Stenlen.
Alors, une des parties de l'exposition qu'on commentera ensuite après, à partir de 1910, il va aussi, 1910-1913, il va passer une partie de ses étés dans le Nord. Donc, on va le retrouver du côté d'Étaples, du côté de Montreuil-sur-Mer, du côté de Boulogne. Et là, il va peindre ce monde de la pêche. On voit bien ces hommes qui partent à la pêche, qui reviennent pas, ces femmes de pêcheurs. Donc, il y aura toute une série de toiles qui relateront tout ça. Oui, parce qu'on parle souvent des ouvriers, de la misère ouvrière, mais la misère des pêcheurs, elle n'avait rien à leur envier. Voilà, alors après, c'est au moment de la guerre, en fait, avec son épouse, en 1915, ils vont organiser une cantine sur la place Pigalle. Et il aura une mission de peintre en 1917 aux armées. Il est à Souilly-sur-Meuse. Il est sur le front de Verdun. Et là, en fait, il va croquer la guerre, mais justement pas dans une vue forcément nationaliste. Il va croquer les barbelés, les mutilés, la souffrance. Donc pour en faire une exposition qui sera à la galerie de Vambès, quoi. Donc ça, ce sera tous ces dessins qui ont été réalisés dans une usine de guerre. Donc Jules Adler va régulièrement exposer. En 1929, il va obtenir pour 5 ans un poste de professeur de dessin à l'École nationale des Beaux-Arts. Et en 1933, ce sera l'inauguration en fait du musée Jules Adler. Où il est, ce musée ? Il est à Luxeuil-les-Bains, dans sa ville de naissance. Et justement, après l'exposition, on va voir aussi qu'il va peindre des fresques sur les thermes de Luxeuil. C'est ce qu'on voit en fin d'exposition. Compte, en fait, en 44, le 29 mars 1944, suite à une dénonciation, Jules Adler et son épouse sont arrêtés à leur domicile et ils vont être internés durant 6 mois à l'hôpital Fondation Rothschild, malgré une intervention de la Société des artistes français. Et là, le peintre réalise de nombreux croquis des autres internés, et pendant ce temps-là, leur appartement rue des Batignolles va être dévasté, quoi. Et il va décéder en 1952, il va décéder à Nogent-sur-Marne. En fait, il sera dans la misère, à la maison des artistes, parce qu'en fait, il aura très peu de revenus, et ensuite sera inhumé au cimetière Saint-Vincent à Montmartre. Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, t'as
gavales d'effroi saisi. Quand vous tomberez sous nos balles, chair à fusil, pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, chair à Macquart. Fille d'ouvrier, Michel Bernard. Oui, comment dirais-je, une chanson assez bouleversante. Voilà, à chaque fois je tombe dans le piège, je le cherche. Bah, tant mieux. Vous êtes sur Radio Soupente, la station de Rapin, 100 x 100 ouais, sans courbettes. Il faut dire qu'à un certain âge, faire des courbettes, c'est de plus en plus difficile. Et c'est l'émission Araka consacrée aujourd'hui, en ce moment, on vous en cause, à Jules Adler, un artiste assez extraordinaire, en tout cas pour nous, qu'on l'a redécouvert. C'est ma camarade, je crois qu'il l'a redécouvert. Elle redécouvre beaucoup, sinon une découvreuse en même temps, une redécouvreuse. Voilà, et on a, comme elle vous l'a déjà susurré dans le cornet, on est allé à Roubex, à une exposition à la piscine, où on a pu se gaver de l'Adler à donf. Et il fallait voir ma camarade, elle fait de la lévitation dans ces cas-là. Alors c'est une attraction publique. Ouais, c'est une très belle expo, donc on pourra rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et là, en fait, il y avait justement une photocopie d'un extrait de journal, d'un discours de Jules Adler. J'ai dit tout à l'heure dans sa bio que Jules Adler est allé régulièrement à Bruxelles, qu'il avait rencontré Constantin Meunier et qu'il était fasciné donc par la Belgique. Donc voilà un extrait d'un de ses discours qu'il a fait en Belgique. J'ai appris en de fréquents voyages à aimer la Belgique. J'aime la qualité puissante de sa lumière, son atmosphère limpide, le charme profond et intime qui s'en dégage. J'aime particulièrement ses artistes. J'aime en vos peintres leur qualité franche et puissante de matière. Nos ciels gris et soyeux de l'Île-de-France et de Paris résisteraient mal à vos accords sonores. De là, peut-être à cause de l'atmosphère même, une différence de moyens d'expression entre vous et nous. D'ailleurs, nous sommes tous, je pense, d'un même avis. Qu'importe la langue, pourvu que par des moyens, même très modestes, on dise de son mieux tout ce que la nature vous raconte. J'ai travaillé à Charleroi, j'y ai vécu des heures émouvantes, là-haut, sur ce terrain de la Providence qui domine toute la vallée de la Sambre, et d'où j'assistais chaque soir, très ému, au formidable spectacle de la nuit qui descendait. La ville au loin était mangée par les fumées, les hauts fourneaux s'allumaient, et des tas d'étoiles d'argent et d'or, venant du ciel et des corons, racontaient de leurs yeux la vie profonde qui naissait dans la nuit. Et c'est à cette époque que j'eus la grande joie de rencontrer mon vieil ami Watley, qui me fit connaître votre grand sculpteur Constantin Meunier, cet artiste admirable qui fut un peu mon patron et m'honora de son amitié. Et ce n'est pas un pieux devoir aujourd'hui de témoigner devant vous de l'hommage de sa mémoire, les sentiments fidèles et de mon admiration profonde. Me voici à nouveau en Belgique, où grâce à de vieilles affections, vous m'avez convié à poser devant vous, je vous en remercie. Maintenant me voici arrivé à l'âge où déjà on se retourne pour regarder derrière soi la route parcourue, on réfléchit davantage, jugeant plus exactement des raisons essentielles et multiples, souvent mystérieuses qui ont fixé le sens de notre vie. Je me rends maintenant compte que ma nature me pousse à exprimer surtout la vie profonde des êtres et des choses plutôt qu'à tourner de l'œil une grande fête de couleurs. Une phrase d'Homère recueillie dans l'Iliade m'a toujours profondément impressionné. Une œuvre n'est éternelle que si elle est traversée par quelques frissons d'humanité. Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec Homère. D'ailleurs, c'est un vieux camarade de combat, Homère. Hein. On va boire des pourres ensemble, on a fait des teufs terribles avec le père Homère. Ah, oui, non, franchement, il faut un peu, comment dirais-je, vous remettre au bout du jour, les enfants, là. Hein. Voilà, donc en fait, on voit dans ce discours, effectivement, tout ce qui va transparaître, en fait, dans l'œuvre d'Adler, dans ses tableaux, dans son attachement, justement, aux gens qui va peindre à ces paysages. Tout à fait. Il est surtout, de mon point de vue, hein, mais bon... on peut avoir des avis sûrement différents et j'en serais tout à fait heureux. Pour moi, c'est un peintre du peuple, de la misère, du travail, etc. Un peu comme Constantin Meunier.
qui n'a pas fait que de la sculpture, il a fait aussi de la peinture, et il a peint les hauts fourneaux aussi. Ouais, on avait été voir son musée, c'est à Ixelles justement, Ouais, il y a un musée avec ses sculptures et ses peintures. Et c'est avec ma camarade, a ramassé une pour une en Belgique. Voilà, non. Constantin Meunier, si vous avez le courage de bouger vos popotins, vous allez à Robex, à la piscine, et là, vous pourrez planer comme ma camarade, ou léviter. Ouais, Jules Adler, pas Constantin Meunier. Jules Quoique justement, à côté de cette exposition sur Jules Adler, il y a une partie qui est justement consacrée aux sculpteurs belges. Donc voilà. On peut voir quelques œuvres de Constantin Meunier, pas ces grandes sculptures qu'on a vues sur place, mais des sculptures beaucoup plus petites justement. Oui, parce qu'il fait aussi dans le monumental. Mais dans le monumental, c'est des fondeurs, c'est des gens comme ça, avec des masses, ou des paysans avec leurs binettes, là, leur sarcloir, etc., ou leurs faux. Voilà, c'est des choses solides. Caprice sans lointains horizons, nos marines sont pastorales et les écluses nos escales. Tout le long des canaux du radio, au pas lourd des chevaux du radio. Nous sommes les marins d'eau douce qu'un cheval tire sans secousse, d'un pas engourdi, du nord au midi, de ville à village, au cours des hallages. Nous allons sans repos radio, au pas lourd des chevaux radio. Quand viendra la minute du repos éternel, je veux comme une brute qu'on me mette au soleil dans une passe fréquentée pour entendre les éclusées tout le long des canaux radio, au pas lourd des chevaux du radio. Nous sommes les marins d'eau douce qu'un cheval tire sans secousse, d'un pas engourdi, du nord au midi, de ville à village, au cours des hallages. Nous allons sans repos adieu, au pas lourd des chevaux adieu. Chanson de Halage, interprétée par Damia, justement, qui traduit bien un peu cet effort des travailleurs là, que Adler pourra représenter, sauf que lui ne représente pas avec des chevaux, il va représenter effectivement les gens qui tirent avec des cordes les péniches sur les canaux. Quoi. Oui, comme l'avait fait Dorignac avec ses fusains, là, on voyait 3 femmes qui allaient une péniche, enfin, elles étaient costauds, hein, mais bon, quand même, aller une péniche, ça pèse quand même quelques tonnes. Voilà, disons que sur l'eau, c'est peut-être plus facile, mais bon, quand même. Ouais, mais c'est vrai qu'on retrouve un peu, forcément, on retrouve ce mouvement, ces corps complètement en biais pour avoir la force de pouvoir tirer, quoi, ces visages marqués par le travail.
Donc cette expo Jules Adler, c'est quand même une grosse exposition. Donc il y a plusieurs sections, hein, parce qu'il a représenté, on a vu, donc il y aura une partie qui est consacrée aux rues de Paris avec les ouvriers, les humbles et puis les miséreux, ces petits métiers, ces joies populaires, ces boulevards, ces canaux. Il y a une partie donc qui est consacrée aussi aux travailleurs d'usine, hein, c'est aux grévistes, aux paysages industriels. Une partie justement avec ses croquis de guerre. Là, c'est ce qu'il a croqué quand il était parti au front. Une section aussi consacrée aux matelotes, là, quand il était en résidence, quand il passait ses vacances dans le nord de la France. Et puis une partie que j'aime beaucoup aussi à la fin, sur les campagnes, sur ces cheminots et ces paysans, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ce que j'ai remarqué dans son travail, ce sont des ouvriers, ce sont des gens qui crèvent, quoi, de faim, de misère, de froid, de tout ce que vous voulez. Mais par contre, les visages, ils sont pas torturés du tout. C'est souvent, la plupart du temps, des visages assez sereins. Voilà. C'est ça qui est aussi assez intéressant dans sa vision de l'humanité. C'est qu'il appuie pas bêtement sur le miséreux, quoi, en mettant des traits ou des attitudes qui accentuent encore cette misère. Mais voilà, c'est des gens, ils ont pas l'air d'être plus malheureux que ça, quoi. Alors que pourtant, ils sont malheureux. Et on voit leur situation, on voit leurs vêtements, on peut pas douter que leur vie doit être terrible. Ouais, mais il a cette proximité justement qui traduit bien par sa peinture naturaliste. Et ses premières toiles sur Paris, justement, il y a cette toile des là où on voit tous ces ouvriers qui partent travailler. Bah ouais, c'est le matin, ils partent travailler, ils sont côte à côte dans la rue. De même qu'il y a une toile qui s'appelle le Faubourg, où là c'est le peuple qui est dans la rue. Bah c'est celle-ci, je crois, le Faubourg où il est là qui se rend au travail. Donc il y a tous les détails, il y a les vitrines, il y a une jeune ouvrière avec son compagnon, il y a une petite modiste. D'ailleurs, il a fait aussi un jeune trottin là, qui est toute seule, qui est représentée seule, une toile d'une jeune femme qui va travailler. Oui, parce que là, j'ai sous les yeux une peinture d'un pêcheur et de sa femme qui sont sur la jetée d'un port ou d'une rivière plutôt. Et quand on voit les peintures naturalistes qu'on a vues sur la Manche, là, à Étaples, etc., vraiment, les visages traduisent une souffrance, là, pas du tout. Alors là, c'est ma vision, enfin, peut-être que j'en rajoute un peu, mais quand même, je veux dire que je viens de découvrir ça plus maintenant, parce qu'évidemment, quand on dirait une expo, même si l'expo, c'est pas une expo à Orsay ou des trucs comme ça, il y a quand même des gens qui vous distraient un petit peu voilà, moi ça me gêne tout le temps, la proximité des regardeurs, autres que moi. Voilà, non. Et là, il y a une. Alors ça fait penser un peu à Van Gogh sur le chemin d'Arles. C'est une peinture justement d'un cheminot ou d'un trimardeur sur une route, bordée d'arbres, et vraiment on pense vraiment à la peinture de Van Gogh sur la route d'Arles quand il va peindre, voilà. Mais c'est encore une fois une peinture, c'est léger, voilà, il y a une douceur dedans qui atténue, si vous voulez, qui atténue le côté difficile de la vie de cet homme, voilà, parce qu'un cheminot, c'était pas une vie de tous les jours très très folichonne, quoique. Ouais, quoi qu'il y avait une indépendance aussi, justement, il y avait, ça a été, parce qu'il y a pas mal de peintres comme Pissarro, anarchistes aussi, qui ont représenté ces cheminots justement par rapport à cette liberté. Et d'ailleurs, ces toiles qui sont dans les avant-dernières, pratiquement l'avant-dernière salle, justement, sont plus rehaussées en couleur que ces premières toiles naturalistes. Oui, tout à fait. Non, mais il y a quand même dans la touche, il y a une douceur qui est assez curieuse parce que quand les peintres naturalistes sont pas vraiment dans la douceur de la touche. Donc il y en a, on voit pas du tout de touche, hein, mais bon,
Lui, on voit une touche, mais elle est quand même assez... Voilà, c'est alors là, j'ai un couple encore de marins, peintre naturaliste, et on l'appelait le peintre des humbles, voilà, c'est ça. Et là, on voit un pêcheur avec un petit bonnet à pompons et sa femme qui porte un sac assez lourd, un panier, quoi, dans le dos. Et l'homme sourit, et la femme, elle n'a pas l'air aussi exténuée qu'elle devrait l'être. Voilà. Ouais, il y a toutes ces représentations, effectivement. Les salles sont bien distinctes. Il y a aussi une partie sur Limoges. Il y a un enterrement. Il y a des femmes qui sont dans une rue dans le Limousin là, qui discutent, qui sont de dos. En fait, je trouve qu'on est vraiment. Il y a une maman avec son enfant, celle que j'ai mise sur le blog là. Et là, dans cette photo, il y a l'enfant justement qui est habillé en rouge, qui ressort complètement au premier plan. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est des fumées qu'on voit à Batignolles. Et là, les gens sont les enfants et le monsieur qui regarde sont derrière une grille. Et en fait, on voit les fumées derrière la grille et ils sont tous de dos. Ouais. Oui, ça, il a fait beaucoup de... Là, j'en ai une sous les yeux. Il a fait beaucoup de peintures où il y a deux personnages, un homme et une femme de dos. Voilà, il y avait quelqu'un qui m'a raconté une histoire à propos des... Parce que de peindre ou de dessiner ou de représenter des gens de dos, si vous voulez, ça stimule l'imagination. On peut imaginer, voilà, on peut imaginer ce qu'ils sont, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose qui pose des questions, en tout cas. C'est pas complètement innocent. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment une belle découverte que ce travail de Jules Adler. C'est une exposition qui avait été montré déjà avant à Évian et à Dole, donc là qui est à Roubaix. En plus à Roubaix ça résonne quand même avec tout ce passé industriel des usines, des défilatures, où il y a eu effectivement là aussi des grèves, tout ce passé industriel. Et à partir d'octobre, je ne sais pas si c'est exactement la même exposition, elle sera présentée au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ouais, alors les parigots, tête de veau, là il faut vous bouger, parce que peut-être qu'à la Roubaix pour vous ça pose des problèmes, quoi, en train, il y en a pour 1 heure, et en autocar pour 3 heures. Non, il faut vraiment vous bouger, parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, de notre point de vue en tout cas. Et à Roubaix, on doit dire qu'à la piscine, à la Roubaix, qui est une ville complètement sinistrée, il y a plein d'hôtels particuliers qui sont à l'abandon, etc., etc. D'ailleurs, on va vous parler tout à l'heure d'un film qui se passe à Roubaix. Bon, c'est pas vraiment réjouissant. Voilà. Roubaix, ça a perdu, parce que c'était vraiment une ville très riche, vu le nombre d'hôtels particuliers qui restent debout, même s'ils sont maintenant abandonnés, etc., etc. C'était une ville extrêmement riche, et aujourd'hui, si vous voulez, leur héritage, ils se servent de ce passé, mais culturellement, voilà, c'est pour plus idiot qu'autre chose, ça permet à la ville de continuer à exister. Et ils investissent beaucoup dans l'art, avec non seulement la piscine, mais il y a d'autres lieux d'exposition dans Roubaix, pour la sculpture, etc., etc. Il y a une manufacture qui est restée complètement en l'état, avec toutes les machines. Et d'ailleurs, là, il y a une machine énorme, où il y a une tapisserie qui est en continu. Quand il y a des visiteurs, on leur montre comment ça fonctionnait, et donc ça rajoute quelques centimètres carrés de tapisserie. Voilà, donc je sais pas comment ça sera fini ce truc, mais c'est gigantesque. Voilà. On voit la technologie des machines à tisser, c'est quelque chose d'hallucinant. Et c'est pas des machines qui sont toutes jeunes. Ça date, la manufacture a dû fermer quand ? Dans les années 60 ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est des machines qui datent, des années 60, mais déjà des années 60. Et d'ailleurs, on était réputés, les machines à tisser françaises étaient réputées dans le monde entier. On en achetait dans le monde entier. Voilà, une des dernières toiles dans cette exposition, c'est une toile très grande. C'est Paris vue du Sacré-Cœur. Donc là, c'est pareil, c'est encore des gens qui sont principalement de dos. Oui. Et là, c'est donc Paris vue du Sacré-Cœur. Donc c'est une toile qui est un peu différente de des peintures qu'on avait vues jusqu'à présent. Elle est
elle est plus douce. Je sais pas si elle est plus poétique, mais je trouve qu'elle est moins forte quand même que justement celle des enfants devant la grille là, qui fait un peu penser presque à des photos de douaneaux avec les petits gosses et leur béret quoi. Et donc il y a ce musée à Luxeuil qui a été fait à la demande d'Adler. En 1932, Adler avait manifesté ce souhait de faire don à sa ville natale de plusieurs dizaines de peintures et de dessins pour ouvrir un musée qui lui était consacré, ce qui a donc eu lieu en 1933. Donc en fait, il a eu de son vivant, il a pu avoir un musée. Bah, c'est quand même une belle récompense pour quelqu'un comme lui. Mais ça l'a pas empêché de finir sans le sou, quoi. De finir à la maison d'artistes de Nogent-sur-Marne. Hein. Enfin, il y a pire comme maison de retraite, hein. Il y a pire comme hospice, parce que là, ils ont un parc de 10 hectares. Hein. Voilà, c'est quand même pas mal. Voilà, on peut que vous conseiller donc soit d'aller faire un tour à Roubaix pour voir effectivement les autres expositions qui sont présentées à la piscine, ou d'attendre, je crois, la mi-octobre pour aller voir ces toiles à Paris. Nous sommes les crèves de faim, les va-nu-pieds du grand chemin, ceux qu'on nomme les sans-patrie, et qui vont traîner dans leur boulet d'infortune toute la vie, ceux dont on est dit sans pitié, et que sans connaître on redoute, sur la grande route. Nous sommes nés, on ne sait où, dans le fossé, un peu partout, nous n'avons ni père ni mère, notre seul frère, c'est le chagrin, notre maîtresse est la misère, qui jalouse jusqu'à la fin, nous guette et nous écoute. Sur la grande route, nous ne connaissons point les pleurs, nos âmes sont vidées, nos cœurs sont secs comme des feuilles mortes, nous allons manger notre pain, c'est dur d'aller nous refroidir aux portes, mais hélas quand on a faim, il faut manger coûte que coûte. Sur la grande route, l'hiver d'aucuns de nous iront dormir dans le fossé profond, sous la pluie de neige qui tombe, ce fossé-là leur servira l'auberge de lit et de tombe, car au jour on les trouvera double de froid et mort sans doute. Sur la grande route, Nous sommes les crèves de faim, les va-nu-pieds du grand chemin, ceux qu'on nomme les sans-patrie, et qui vont traîner dans leur boulet l'infortune toute la vie, ceux dont on est dit sans pitié, et que sans connaître on redoute. Sur la grande route, Sur la grande route, le petit crème, c'est un texte de Gaston Coutet. Voilà, ça c'est pour nos cheminots. Et tout de suite, nous allons passer à la suite du programme avec les expositions. Voilà, donc les expositions, cette exposition Jules Adler à la piscine de Roubaix, donc il faut se dépêcher, c'est jusqu'au 22 septembre, sinon attendre la mi-octobre pour aller au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ça c'est pour les parigots. Ouais, Jules Adler, peindre sous la Troisième République. À la piscine, donc il y a aussi une exposition Iseux et perdre le fil, donc c'est quelques sculptures en tissu qu'on voit à l'entrée de la piscine, donc ça c'est pour nos auditrices ou nos auditeurs qui aiment le textile et le fil. Et donc le travail, la lutte et les passions, ce sont les bronzes belges du tournant du XXe siècle. Voilà pour la piscine. Si on est à Roubaix, on peut également aller voir Daudaigne à la Villa Cavrois, c'est jusqu'au 6 octobre, Eugène Daudaigne, un sculpteur. Et on peut également aller jusqu'à Tourcoing, aller visiter le musée Eugène Leroy.
Si on continue à se promener, on peut se balader, aller en Bourgogne, et là on va à l'Aduse, on va rencontrer les sculptures végétales de Marie-Noël Fontan, c'est jusqu'à la fin du mois d'août, donc il faut pas tarder. L'occasion aussi peut-être de rencontrer Jacqueline et de boire un petit coup avec elle, comme l'a fait notre copine Claudine. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 8 décembre. Donc là, ça laisse du temps. C'était le thème de l'émission de la semaine dernière. C'est Adolfo Kaminski, faussaire et photographe. Mais faussaire et photographe, c'est très réducteur par rapport à qui était vraiment Adolfo Kaminski. Si on se promène à Paris le long de la Seine, il y a moyen d'écouter Jean de la Seine, un petit parcours sonore qui nous replace au XVIIIe siècle avec la vie qu'il y avait à l'époque sur les bords de Seine, avec tous ces anciens métiers, ces gens qui s'apostrophaient, qui vivaient là et qui travaillaient là. Et surtout le nombre invraisemblable des vieux métiers, quoi. Ça, c'est quelque chose d'inouï. Voilà, ouais, on dit que la Seine est sale maintenant, mais à l'époque, les teinturiers lavaient leur linge. Ça peut être pareil, quelque chose de sérieux. Voilà, il y avait tous les charcutiers avec les tripes, tout était lavé dans la Seine. Ouais. Voilà, au musée de Montmartre, Georges d'Aurignac jusqu'au 8 septembre. Alors justement, Georges d'Aurignac avec ses fusains qui sont absolument à découvrir pour voir aussi justement ses métiers, ses haleurs et ses corps somptueux faits au fusain et à la sanguine. Au musée d'Orsay, c'est Berthe Morisot, donc c'est jusqu'au 22 septembre également. Et pour ceux qui partiraient faire un tour en Normandie, il y a une exposition Bernard Buffet au château de Vascueil dans l'Eure. Ouais. Oui, Bernard Buffet, évidemment, il y a les pour, il y a les contre, c'est toujours la même polémique, mais nous on aime bien, enfin en tout cas, voilà, nous on le défend. Et puis, le culturel de la semaine, le film, nous avons vu Roubaix, une lumière de Depléchin. Bon, on est en plein dedans, puisque je vous parle de Roubaix, de la piscine, et ben c'est intéressant si vous pouvez y aller, parce que non seulement pour voir, c'est un film, hein, et comme ça, vous ferez connaissance avec le Roubaix populaire, qui est vraiment populaire, c'est le cas de le dire, ouais. Avec des courées, tout ça, voilà, c'est assez bon. Par contre, le film, c'est moins rigolo. Quoique Roubaix, les quartiers populaires, c'est pas rigolo du tout, c'est un peu sinistre. Où on voit où il y a deux héroïnes de jeunes femmes qui commettent un crime. Un peu, on comprend pas très bien pourquoi d'ailleurs, parce que bon, ils ont pas l'air d'être quand même au bout du rouleau. Voilà, et c'est l'interrogatoire qui est mené par un flic gentil, très doux, etc. Ouais. Et il y a deux abrutis de flics aussi qui nous rappellent que les flics sont pas très doux en général. Et ce grand flic, c'est Roche Dizem qui revient justement dans son pays natal, donc qui a connu Roubaix de son enfance, quoi, et qui aime passionnément sa ville, quoi. Et au départ, le film part sur plusieurs histoires, donc on a l'impression qu'on va un petit peu visiter Roubaix la nuit, ou Roubaix avec tout ce qui s'y passe. Et en fait, après, on va se concentrer sur l'histoire de ces deux femmes qui sont interprétées par Léa Seydoux et Sarah Forestier. Bon, Léa Seydoux, moi je suis moins fan. Et là, moi je trouve qu'il y a une petite longueur à la fin sur la reconstitution de ce qu'elles ont fait. Ça s'éternise un petit peu, c'est un petit peu dommage. Par contre, il y a une image et effectivement une lumière dans ce film qui est incroyable. Tout à fait. Et puis le rôle du commissaire là par ce jeune Roche Dizem. Roche Dizem, c'est magnifique, quoi. Voilà. On sent il est chaud, il est doux, etc. Non, c'est vrai. Alors bon, disons qu'on passe 1h30, 2 heures, je sais plus combien, avec les flics. Alors il faut supporter aussi. Hein. Pour moi, c'est un peu difficile, mais bon, que c'est tellement bien joué, ça véhicule tellement de choses. Et là, on n'est pas tout à fait d'accord avec la critique du Canard enchaîné, qui joue un petit peu ça bégueule, là, le Canard, il faut un petit peu se rapprocher du peuple de temps en temps, plutôt qu'écrire seulement pour les politiques en toc, et bobo. Ouais, parce que quand on voit que cette semaine, ce que le Canard a préféré, c'est Thalasso avec Depardieu et Houellebecq, moi, perso, rien que ces deux bonhommes-là à l'affiche, j'y vais pas. Alors, c'est peut-être un bon film, mais disons que j'aurais préféré personnellement, le Canard, s'il nous écoute, c'est un peu de chance, bon, on sait jamais, qu'il y ait des bonnes âmes qui lui fassent parvenir notre presse-papier, enfin notre émission, le Canard, s'il écoute, il a l'impression qu'ils sont pas très pro-longs, Canard, c'est je sais pas, une idée comme ça, voilà. Ils sont curieux, ouais. Ouais, ils sont curieux par moment. Ouais. Alors, lire, qu'est-ce que tu as lu, Robert, sur l'art et sur la vie? Sur la vie de Georges Rouault.
Voilà, c'est sur la vie de Georges Rouault. Alors, encore une fois, là, vous allez dire qu'on les enfile, hein, les choses disparues, les choses du passé, les artistes dont personne ne parle aujourd'hui. Mais Rouault, c'est un tout petit livre, mais pas si facile que ça à lire. Déjà par son style d'écriture, mais en plus qui véhicule des idées assez, voilà, c'est pas du Marc Lévy, quoi. Mais qui a un regard sur la peinture, sur l'art, sur les artistes, sur toutes les galères qu'on traverse, etc., qui est assez, bon, je ne vais pas encore employer le mot extraordinaire, mais si, extraordinaire, voilà. Ça fait du bien de lire ça quand on est soi-même artiste, même si on ne l'est pas. Ça permet de comprendre un peu mieux ce que vivent les gens qui barbouillent, hein, voilà. Parce que Rouault, il a barbouillé, lui, à Donf toute sa vie, et il a fait aucune concession, mais vraiment, non, mais c'est quand même quelqu'un d'assez curieux dans notre monde pourri, là, où tout le monde essaye de gagner le maximum de fric, dans papa outé tout le monde, etc., pour en gagner. Lui, Rouault, c'était tout le contraire. Tout ça, ça l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est pas le reste, il en avait rien à foutre. Voilà. Et il l'a prouvé parce que toute sa vie, ça a été ça. Et je recommande vraiment, je recommande peu. D'abord, de quel droit je dois recommander ou pas. Enfin, si vous pouvez lire ce petit bouquin, si l'art vous intéresse, en tout cas, lisez-le et gardez-le comme bouquin de chevet parce que c'est un truc à lire et à relire. Ouais, peut-être qu'on pourra faire un truc là-dessus, puis Ouais. en lire des extraits, ce serait pas mal. Il y avait une salle consacrée à Rouault au musée d'art moderne dans le 16e. Je ne sais pas depuis le nouvel accrochage s'il y a toujours les Rouault qui sont placés au même endroit. Il faudrait qu'on aille voir. Alors moi j'ai lu Deux sœurs. Deux sœurs, c'est Dominique Bonnat. Alors pourquoi j'ai lu Deux sœurs? Parce que déjà j'avais commencé par lire sa bio sur Berthe Morisot. Qu'on a trouvé d'ailleurs tous les deux passionnante. Et là, c'est un autre bouquin, donc c'est Deux sœurs. Les deux sœurs, ce sont Yvonne et Christine Leroll. Alors tout le monde les connaît parce qu'elles ont été immortalisées par Renoir dans un tableau où on les voit l'une avec une robe blanche et l'autre avec une robe rouge en train de faire du piano. Il y en a une qui joue et l'autre qui décrypte la partition. Donc c'est pareil, cette toile, on l'a forcément rencontrée à un moment donné. Et donc Dominique Bonnat, à partir de cette toile, va nous parler de l'histoire de ces deux sœurs qui étaient nées donc Leroll, qui vont être mariées à deux frères de la famille Rouault. Et donc c'est l'occasion de revenir sur toute cette histoire de peintres, de collectionneurs de ces deux familles qui ont finalement eu un rôle très important parce que la famille Leroll, le père de ces filles Leroll, était un peintre, mais était surtout un grand collectionneur, même qui aimait ce qu'on n'aimait pas encore à l'époque, c'est-à-dire qui se fiait à son goût. C'était quelqu'un qui était vraiment animé d'une passion, qui en plus avait de l'argent, donc qui a monté toute une collection. Et ces deux sœurs vont naître dans cette famille en vivant que de l'art, de la musique, de l'art. Toute leur fréquentation, ce sont les peintres et les musiciens. Et par l'intermédiaire de Gaz, parce qu'il faut dire de Gaz apparemment, d'Edgar Degas, elles vont être mariées à deux frères Rouault. Et là, on va voir que leur vie va basculer dans quelque chose de bien moins agréable parce que les deux frangins, c'est pas ça, quoi. Et par contre, il y a un autre de leurs frères qui s'appelle Ernest qui lui épousera la fille de Berthe Morisot. Et Julie Manet aura beaucoup plus de chance dans son mariage parce qu'elle pourra continuer de peindre et de travailler faire vivre le travail de sa mère et de pouvoir s'épanouir dans sa vie, ce qui n'est pas le cas de ces deux sœurs Leroll. Mais ce qui est important dans ce bouquin, c'est justement d'être en immersion dans cette époque, dans ce qui se passait. Donc Dominique Bonnat a fait beaucoup de recherches, donc il y a parfois trop de détails sur les toiles, l'année de la toile, sur les généalogies, on s'y perd peut-être un peu, mais en fait on peut aussi aller à l'essentiel. Donc on va se retrouver aussi au cœur de l'affaire Dreyfus, qui était Dreyfusard, qui était entré Dreyfusard, cette république effectivement où chacun a ses opinions, ce qui se passe dans le monde de la peinture. Et on termine sur ce qui est aussi passionnant, c'est sur la collection Guillaume Walter qui est à l'Orangerie, puisque justement ce tableau a terminé à l'Orangerie et faisait partie de la donation qui a été faite par la veuve d'abord de Paul Guillaume et après de Jean Walter au musée de l'Orangerie suite à une sombre histoire de deal avec l'État par rapport à un chantage qu'il y avait eu sur
un assassinat qu'elle voulait faire de son fils adoptif. Donc en fait tout ça c'est quand même passionnant. Et on verra, on essaiera de regarder rapidement. Là, il y a un petit doc qui a été fait sur cette femme, cette veuve qui était vraiment une femme éprise de richesse, qui s'est épris d'art, mais en fait qui a su manipuler tous les hommes de sa vie pour avoir de l'argent et garder ses toiles jusqu'à la fin, qui s'appelle Domenica ou la diabolique de l'art. Et je pense qu'on va regarder ça rapidement pour pouvoir en parler. Ce qui explique le pourquoi de cette collection aussi Paul Guillaume à l'Orangerie. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle soit à l'Orangerie, comme ça on peut la voir. Hein. Voilà, c'était le Si jeu elle d'ailleurs. aurait été dispersée, on l'aurait pas vu. Ouais, parce que ce qu'on voit aussi dans le livre de Dominique Benat sur De Sort, c'est que ces familles, Leroll et Rouard, qui avaient des hôtels particuliers et des murs remplis de tableaux, qui étaient les premiers à acheter du Degas, qui achetaient du Renoir, du Cézanne, qui achetaient du Carrière. Eugène Carrière était aussi dans les proches. Dans les musiciens, il y avait Debussy, il y a André Gide qui est pas loin. Enfin, voilà. Et en fait, ces collections ont été dispersées parce que quand il y a eu la mort des patriarches, en fait, il y a des sœurs Rouard qui a demandé à ce que les toiles soient vendues parce qu'elle a peur de léser par ses frères. Là-dessus, elle a peut-être bien raison, mais n'empêche que du coup, ça a dispersé ces œuvres un peu partout. Beaucoup sont partis aux États-Unis. Bah oui. Certains frères ont pu en racheter quelques-unes, mais il y a une grande partie des toiles, effectivement, qui n'est pas restée, quoi. Voilà. Et la collection de Guillaume, ça aurait été la même chose. Parce que là, il y avait toute la peinture moderne, les Montparnaud et compagnie. Et alors, ça partait direct en Amérique. Voilà, les 28 soutines, tu n'aurais pas pu les regarder. Bah non, mais là, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que moi, soutine, pour moi, c'est vraiment soutine, c'est tout pour moi. Et il y en a 28, ce que m'a appris ma camarade tout à l'heure, parce que moi, je compte pas. Il y en a 28 dans une salle à l'Orangerie, et moi, chaque fois qu'on y va, soutine. Voilà. Et je m'en lasse pas du tout. Voilà, on a terminé tout ce qu'on a raconté pour aujourd'hui. Oui, vous êtes toujours sur Radio Suppante, qui est la station de Rapin 100 fois 100 et 100 Courbet, qui émet depuis un Garni et diffuse sur Internet à racaille.fr. Et on passe au remerciement à Claude et André, nos auditeurs de la Nation, à Karine Ouzette, la camarade de ma camarade, Piquet-Court, qui est une artiste qui se débrouille pas mal en ce moment, apparemment. Après des débuts assez difficiles, ça c'est tous les artistes. Hein. Marie-Christine Béguet, une graveuse gardoise qui habite à Pugeot dans le Gard, une bonne. Claude et William, nos amis de Brest, nos chers amis de Brest et auditeurs. Jean-Paul Souvraz, cher Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de Schnour, qui habite à Coudekerque-Branche, faut le faire, à Coudekerque-Branche, voilà. Claudine, la copine de ma camarade, qui nous fait une concurrence sauvage. Et qui est allée jusqu'à la Duse rencontrer Jacqueline. Oui, ça c'est bien, Claudine. Hein. Là, on est fiers de toi. Enfin, à quel titre, on ne sait rien. Enfin, c'est une chose qui se dit, quoi. Voilà, c'est bien d'avoir été rencontrer Jacqueline et d'avoir vu ce lieu qui est assez magique. Voilà. Et puis, elle a bu un petit cidre avec... sous le tilleul, avec Jacqueline, Corinne, Sabine, Anne-Marie, Anne-Emmanuel et Frédéric, des camarades artistes, et puis aussi Joël, notre Arlésienne du Caire, qui en ce moment pérégrine en Afrique, Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, Agnès Dubaz, qui grave, mais en relégation dans l'Ariège, il faut quand même le faire, hein, avant elle habitait à Lille. Moi, j'aimais beaucoup aller à Lille et puis aller dans son atelier. Mais maintenant, elle est dans l'Ariège, dans un château. Thierry Morciot, un graveur belge aussi, qu'on a découvert à la Biennale de Saint-Maur. Un bon. Bon, bref. Colette, c'est une grande camarade à ma camarade Piquet-Court, qui est la veuve du peintre Odon. Quelque chose, pas un peintre, plutôt un plasticien, je dirais, parce que ce qu'il faisait, c'était pas de la peinture. Hein. Il en a fait, évidemment. Mais il n'a pas fini en peinture, il a fini par tresser du papier, et c'est quelque chose de fantastique, magnifique. Voilà, on a vu des expositions de lui, et je dois dire qu'on n'a jamais été déçus. Jacqueline Imbert, bon, on vient vous en parler, qui est elle aussi veuve de Raymond Imbert, qui a disparu assez jeune, dans la cinquantaine, voilà. Lui, par contre, c'est vraiment le peintre. Il n'a jamais rien fait d'autre que peindre. Et puis il a aussi construit un musée d'art populaire de ses propres mains, aidé par ses loupiaux. Et puis aussi par Jacqueline. Liliane et Laurence, voilà,
de Frangine, qui écrit sous le nom de Claude Isner, des polars. Alors quand on les voit, on ne peut pas imaginer qu'elles écrivent des polars entre nous. Hein. Mais bon, elles écrivent des polars. Et c'est les nièces de qui je vous le demande. Francis Lemarque. Francis Lemarque. Et les cousines de Michel Korb, qui a repris les chansons de son papa avec un swing manouche d'enfer. Voilà, où ma camarade est allée, je l'avais accompagnée jusque devant le théâtre, mais moi je ne suis pas rentré parce que j'avais pas de sous pour me payer la place. Non, je déconne. Mais je suis pas rentré quand même. Michel Pellouel, mon voisin du dessus, un peintre remarquable aussi, Marie-Christine Perrondet et Christophe, des militants de chez Militants. Voilà, la Rousse flamboyante qui anime 2 émissions, pas mal du tout, hein, c'est Flemmardise et l'autre pour les enfants. Cailloux. Des cailloux dans l'engrenage. Des cailloux dans l'engrenage, voilà, sur une radio concurrente qu'on déteste. José Arthur du Mélange, qui anime sur cette radio concurrente qu'on déteste une émission tous les dimanches en soirée, magnifique. Je l'appelle le José Arthur de cette radio concurrente. Anne-Isabelle Roubaille, qui est une artiste peintre qui a son atelier à Boron-Marlotte. Boron-Marlotte, ça vous dit rien? Si, ça vous dit, sûrement. L'Empreinte, qui est aussi une librairie de Boron-Marlotte, et là, on a connu des œuvres certaines œuvres d'Anne-Isabelle Roubaille, qui nous ont poussé aux fesses pour l'inviter, pour aller l'interviewer dans son atelier où elle nous a reçus avec une grande gentillesse. Et l'animatrice ou la libraire de l'Empreinte, c'est Florence Quenu, qui a travaillé aussi pendant 14 ou 15 ans à la fondation du Buffet. Et Colette Alain Gonzalez, Alain qui est un collectionneur d'art, voilà. Alors ça fait pas de mal non plus d'en causer. Non, je déconne. Excuse-moi, Alain, non, je vais pas te brosser les godasses. Hein. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr tous les mardis à partir de 11h. Voilà, et tout de suite, on se finit avec une petite chanson de Mélismel. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, salut à tous, à la semaine prochaine. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre, bête et chérie, ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie.